Bonsoir, messieurs et dames. Très heureux de vous retrouver à ce rendez-vous devenu sacré chaque dimanche, le journal du dimanche soir, qui aujourd'hui sera marqué par cette actualité cybercriminalité. Nous nous intéresserons au phénomène dans ce JDS. Quelle est son ampleur? Comment se prémunir face aux nombreuses arnaques? Qui mieux que la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC en abrégé pour nous éclairer sur le sujet. Nous recevrons d'ailleurs Bandida Samir Yoni, qui est le commandant de cette brigade. Et puis, voix off. Autre sujet auquel nous nous intéresserons, nous nous glisserons chez des professionnels du marketing par la voix, des voix assez particulières que l'on entend dans des spots à longueur de journée. Qui sont les visages derrière? Quelles sont les exigences du métier? Vous aurez un reportage sur le sujet. Et sport, championnat de football de D1, une question, s'achemine-t-on vers un blocage? Des équipes demandent à la structure organisatrice du Face au foot d'arrêter le championnat à l'issue de la 25e journée pour le reprendre après son actualisation, c'est-à-dire après épurement des matchs en retard. Autant de sujets qui seront abordés dans ce journal du dimanche au soir. Et puis vous aurez aussi David Nana qui viendra nous partager quelques actualités sur le plan économique. La première page, elle est politique et c'est après ceci. Dans cette page politique, un sujet, la rencontre nationale de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, ODJ en abrégé, qui a connu son épilogue le samedi 10 avril 2021, donc hier. C'est une rencontre qui a duré 3 jours, avec au menu des échanges le bilan annuel des activités menées par les sections, la question de la situation sécuritaire au Burkina Faso et la problématique de l'emploi des jeunes. Malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile du Burkina Faso, le volume des activités menées par l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, a connu une hausse en 2020 selon ses premiers responsables. En effet, l'organisation s'est vue renforcée à travers la création de nouvelles sections et sous-comités, à en croire son président, un bilan dont il se réjouit. En faisant le bilan, on s'est satisfait de la présence de nos structures et du travail qui a été abattu en termes de poursuite de la structuration, à travers notamment la création de nouvelles sous-sections, de nouveaux comités, de nouveaux sous-comités. Donc ce qui témoigne du dynamisme des structures. On a aussi fait le point de l'ensemble des activités menées en matière d'information, d'éducation des masses, d'activités de formation, mais aussi des activités de lutte autour des plateformes revendicatives donc, portées par les différentes sections. Donc c'est un bilan satisfaisant en termes de fonctionnement, mais aussi en termes de développement et de mise en œuvre des programmes d'activité par les différentes structures de notre organisation. Autre activité menée lors de cette rencontre nationale, une conférence sur la situation sécuritaire du Burkina Faso et un débat sur la question de l'employabilité des jeunes. Débat qui a permis aux militants de l'organisation de comprendre non seulement les causes profondes et l'ampleur du chômage des jeunes, mais aussi d'améliorer leur capacité de mobilisation et de lutte pour la défense du droit au travail des jeunes. Donc il est important que les jeunes comprennent les enjeux de la situation et surtout qu'on travaille donc à se battre dans le cadre des luttes organisées autour des plateformes pour que les jeunes aient de plus en plus accès à la formation, qu'ils aient de plus en plus accès à des emplois décents et moins vulnérables. Mais comme on l'a dit, c'est ressorti au travers de la communication, mais aussi des différents témoignages. On est sorti quand même avec une position très forte qui est de savoir que la seule façon d'apporter une réponse définitive, durable à cette crise de l'emploi, à la vulnérabilité et à la précarité de l'emploi, il faut un changement structurel. Et ces changements-là ne peuvent survenir qu'à travers un changement qualitatif, un changement révolutionnaire. C'est ça qui peut permettre de liquider le chômage. Cette rencontre qui a réuni plus de 200 participants issus des sessions provinciales de l'ODJ s'est tenue du 8 au 10 avril 2021 à l'atelier théâtre burkinabé de Ouagadougou. L'ODJ qui marquait donc cette page politique. À présent, nous ouvrons celle société. Et
dans cette page société, nous l'annoncions en titre, nous allons nous intéresser à une nouvelle brigade créée pour lutter spécifiquement contre la cybercriminalité, la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, BLCC en abrégé. Elle a été mise sur pied en janvier 2020 et a commencé ses activités en mai donc de la même année. Déjà plusieurs sollicitations puisque les arnaques et autres entourloupes sont récurrentes sur les réseaux sociaux. Maxime Jean-Eudes Bambara, notre reporter, s'est rendu à cette brigade et voilà le reportage qu'il nous propose. En une année d'existence, la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité aura réussi à faire parler d'elle dans la lutte contre la cybercriminalité au Burkina Faso. En témoignent les chiffres. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a commencé à fonctionner réellement en mai 2020. Et de mai 2020 à décembre 2020, elle a pu enregistrer 556 plaintes. Elle a pu interpeller plus de 60 présumés auteurs et transférer 32 au parquet. Elle a pu assister 600 personnes victimes d'actes de cybercriminalité. Le préjudice financier en 2020 s'élevait à plus d'1 milliard, 1,109 milliard. Cette brigade, composée d'agents de la gendarmerie et de la police nationale, comprend 3 composantes. La division enquête, le laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique et la division de la communication. Sa mission, faire face à la recrudescence des infractions en matière de cybercriminalité. Il faut attendre par cybercriminalité une infraction comme toutes les autres. Il y a cybercriminalité si 3 éléments sont réunis. Nous avons essentiellement l'élément légal qui est défini par le code pénal. Nous avons l'élément matériel et nous avons l'élément moral qui est matérialisé par l'intention et qui est souvent laissé à l'appréciation du juge. Selon le commissaire principal de police Moussa Christian Zongo, par ailleurs responsable du laboratoire de criminalistique numérique et de veille technologique, toutes les couches sociales sont touchées par le phénomène de cybercriminalité. Mais la tranche d'âge de la plupart des victimes enregistrées au niveau de la brigade est comprise entre 35 et 65 ans. Et la durée de traitement d'une plainte varie d'une affaire à une autre. Les plaintes que nous recevons ou les actes que nous enregistrons plus, ce sont les actes de cyberescroquerie, également les actes de cyberattaque, couramment les infractions de chantage à la webcam ou à la vidéo, les usurpations d'identité. Il faut noter également les injures publiques que nous recevons ici. Grâce à l'abnégation et au dévouement du personnel, de nombreux acquis ont été engrangés en une année d'existence, mais le phénomène de la cybercriminalité a toujours la peau dure au Burkina Faso. D'où la nécessité pour les populations d'adopter des comportements responsables sur le net et de mieux sécuriser leurs comptes sur les réseaux sociaux et surtout d'étudier toute demande d'invitation avant de l'accepter. Il faut éviter surtout de cliquer sur les liens inconnus. Il faut également protéger vos applications et sites web à travers des protocoles sécurisés. Également identifier et suivre votre identité numérique. Des efforts ont certes été consentis pour doter cette brigade en matériel spécifique selon le commissaire principal de police, mais des difficultés demeurent. Il y a toujours une insuffisance du matériel. Il faut noter également le manque de collaboration des services de lutte contre la cybercriminalité de la sous-région et à l'international. Ça, c'est une difficulté que nous rencontrons ici au Burkina et aussi ailleurs. Aussi, il y a l'absence d'un cadre d'échange même entre les structures ou les services de police judiciaire au Burkina Faso et notamment les services qui interviennent dans le domaine de lutte contre la cybercriminalité. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité entend donc renforcer la collaboration avec les structures de police judiciaire au Burkina Faso et dans la sous-région pour plus d'efficacité sur le terrain. Elle compte par ailleurs renforcer les patrouilles numériques et instituer un cadre d'échange annuel entre les officiers de police judiciaire, le parquet, les opérateurs de téléphonie ainsi que les institutions bancaires, et ce afin d'assurer la sécurité numérique des populations conformément à son slogan.
cybercriminalité donc, un sujet plus qu'actuel et préoccupé donc par cela, et ayant voulu avoir quelques clés de lecture, nous avons d'ailleurs sur ce plateau le premier responsable de cette brigade. Il s'agit du commandant Bantida Sami Youni. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Il y a beaucoup de questions qui fourmillent comme ça déjà dans la tête, parce que pour peu que vous ayez un compte ou que vous utilisez des réseaux sociaux, aujourd'hui vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais été la cible d'une proposition qui soit quand même un peu douteuse. C'est dire que le phénomène, il a la peau dure au Burkina. Déjà, quand on suivait l'élément, on nous dit que cette brigade, elle a juste 1 an. On sait qu'elle est composée de policiers et de gendarmes. Le phénomène, c'est pas maintenant. Donc le travail pour la mise en place de cette brigade, ça n'a pas commencé maintenant. C'est bien ça. Vraiment, merci encore pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur le sujet. Il faut dire vraiment que pour mettre en place cette brigade, c'était après plusieurs études. C'est-à-dire la première a commencé en 2017, là où il était question entre les pays membres du Conseil de l'Entente de faire une évaluation de la cybercriminalité entre les pays membres du Conseil de l'Entente. Et à la sortie de cette rencontre, des recommandations ont été faites pour que les différents pays membres du Conseil de l'Entente puissent mettre en œuvre une organisation interne pour pouvoir répondre à cela. Après 2018, il y a eu une étude qui a été faite par la CEDEAO, voilà, pour pouvoir l'écosystème en fait des pays membres de la CEDEAO, pour voir quels sont les états de lieu contre la lutte contre la cybercriminalité. À la sortie de cette étude, encore des recommandations ont été faites. Et en 2019, le Burkina Faso, c'est-à-dire sous le truc du ministère de la Sécurité, nous avons entamé une étude propre à nous, où il était question de réunir les différentes parties prenantes, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, le parquet, et les acteurs, que ce soit l'ANC, la CIL. Il était question de discuter, de faire le point. Où nous en sommes-nous et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir répondre à ce phénomène qui prend de l'ampleur sur le territoire du Burkina Faso. Et c'est en 2020, avec l'accompagnement de notre ministre de la Sécurité, de savoir M. Ousseini Compaoré, il était question de créer cette brigade avec un décret en 2020, avec l'accompagnement du président, son excellence, le président du Faso. Et c'est en janvier 2020 que le décret a été mis en place et j'étais responsabilisé en février et en mai, nous avons commencé le travail proprement dit pour pouvoir relever ce challenge qui nous est confié. Et en 1 an, on a suivi le reportage, pas moins de 500 plaintes. Ah oui, et là il faut dire aussi c'était une nouvelle structure aussi qui était en fonction, donc les plaintes d'autres disent que c'est trop, d'autres disent que c'est peu, mais il faut comprendre aussi que c'est une nouvelle structure qui faisait faire ses pas, et ces plaintes aussi sont interpellateurs, le nombre aussi assez interpellateur aussi, c'est ça. Et quand on regarde dedans, qu'est-ce qui est récurrent? 500 plaintes, c'est vrai, mais qu'est-ce qui revient très souvent? La plupart des cas, quand on dit 500, c'est le nombre assez constant, certes, mais la plupart du temps, ce sont des victimes qui sont ensemble. C'est-à-dire c'est un réseau qui vise un certain groupe de personnes. Donc, un réseau peut cibler plus de 50 personnes à eux seuls. D'accord. Donc, raison pour laquelle les 500 sont assez costauds derrière. Donc, il y a plusieurs réseaux qui sont là, qui opèrent, et chaque réseau peut faire 500 à 100 victimes à eux seuls. Donc, toutes ces personnes vont se porter comme partie prenante pour venir porter de la plainte à travers une personne ciblée. Qui, après nos enquêtes, on se rend compte que c'est juste un réseau qui est bien organisé, qui cible ces individus-là. Et la plupart des cas que nous rencontrons, ce sont des, comme le prédécesseur l'ont dit, ce sont des cas de cyberescroquerie. Donc, ce sont des gens qui montent toute une pièce, toute une stratégie avec des documents à l'appui. Voilà, et qui vous contactent. Par exemple, le cas où nous avons le plus rencontré, ce sont des cas où l'histoire de Moenga ou les CF et Pispio, où on vous appelle, on vous fait comprendre que c'est une société française qui a la recherche de la matière brute pour faire des produits pharmaceutiques. Ils font des contrats en couleur, et quand vous regardez le contrat, c'est vraiment authentique. C'est-à-dire, ils mettent de la matière, ces gens-là. Ils veulent mettre de la matière, et ce contrat vous rassure vraiment que la prestation est juste, et ces personnes s'adressent à cela pour dire que c'est du business qu'ils sont en train de faire, et malheureusement derrière, ce sont des individus qui sont juste assis quelque part derrière un écran et un téléphone, et ils mettent en place leur stratégie. Mais ce que vous dites est très intéressant, parce que souvent ces personnes n'agissent pas seules. Il y a un appât, il y a quelqu'un d'autre qui vous appelle, quelquefois sur place ici, il y a même quelqu'un qui est prêt à vous rencontrer. C'est vraiment bien huilé. Expliquez-nous, quand vous enquêtez de façon pratique, souvent ça part d'un mail, ça part de je sais pas moi, d'un petit message, et comment derrière c'est fait? Oui, tout part en fait, c'est ce qu'on appelle chez nous jargon des indices qui sont laissés de part et d'autre en fait. Donc on ne peut pas tout dévoiler ici, parce que le dévoilant ici aussi demain on ne peut plus avoir des résultats. Mais la plupart du temps, ces personnes sont contactées à travers des numéros. Et comme vous l'avez dit, ça passe une personne tierce qui vous connaît bien, qui sait vos habitudes, qui sait où vous fréquentez, ce que vous aimez faire et tout. Et cette personne collecte ces informations, ce qu'on appelle en fait de social ingénierie. Il récupère toutes ces informations liées à vous, et il donne à cette personne, une autre tierce personne, qui a un français assez soutenu.
Et c'est ce dernier maintenant qui monte la stratégie et qui vous appelle. Et quand il décrit votre stratégie, votre vie et tout ce que vous faites, vous vous retrouvez dedans. Donc ça vous met en confiance. Donc son rôle, c'est de vous mettre en confiance. Et dès que la confiance est établie, maintenant la procédure ne fait que se lancer et s'aboutir. Donc c'est à partir des différentes informations qu'il laisse, en cherchant à vous collecter des informations sur vous, en cherchant à faire des recherches sur vous, à travers les différents appels qu'il laisse. Ce sont ces différentes informations que nous collectons, que nous analysons, et cela nous permet souvent d'aboutir à de bons résultats. Il y a un mot que j'ai entendu, patrouille. Bon, je me dis, vous êtes, on se dit, derrière des machines, des claviers. C'est quoi la patrouille? Comment ça se passe? Oui, la cyberpatrouille, il faut dire aussi que notre mission, c'est-à-dire la mission du ministère de la Sécurité, c'est d'assurer la protection des biens et des personnes, que ce soit sur l'espace physique et aussi le numérique aussi. On a cette obligation aussi, cette mission aussi d'assurer la protection des hommes sur l'espace numérique. Et c'est en ce sens qu'on a mis en place le cyberpatrouille, qui est le synonyme de la patrouille terrestre que les gens font, et nous, on le faisait sur le net. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est mise en place et qui est chargée chaque jour que Dieu fait d'aller sur Internet et de regarder tout ce qui concerne le Burkina Faso. Donc tout ce qui concerne le Burkina Faso, que ce soit nos institutions, que ce soit la vie individuelle des uns et des autres. Et dès qu'ils sont confrontés à une situation qui viole la loi, rapidement ces gens collectent toutes les informations nécessaires et envoient ces informations au niveau des enquêteurs pour qu'on puisse signaler au parquet et ouvrir une information judiciaire dans ce sens. Vous parlez des résultats, on a entendu 500 plaintes, beaucoup plus que cela, de 500 plaintes, mais une soixantaine de personnes, une soixantaine d'interpellations. Le ratio n'est pas si fort. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des difficultés à mettre la main sur les messieurs derrière les claviers, ou bien quelles sont les difficultés? Les difficultés se trouvent il y a ce problème qui est là aussi, mettre la main sur ces individus, comme je dis, qui commencent aussi à avoir de la matière dedans. Et aussi, il faut comprendre que la plupart du temps, ce sont des, comme je disais à l'introduction, ce sont des réseaux. Donc, c'est 2-3 personnes, et à eux, ceux qui peuvent cibler 100 personnes. Donc, si un réseau fait 100, donc si vous prenez 3 réseaux, déjà 4 et 5 réseaux, ça fait déjà les 500 victimes. Donc c'est ce sens qui fait que le ratio est assez différent. C'est juste des réseaux qui ciblent plusieurs victimes, et à la fin, c'est qui donne ce ratio-là. Et parlons d'un problème qui a été soulevé tout à l'heure dans le reportage, qui pour moi quand même suscite beaucoup de questions, c'est la collaboration. En votre sein, vous dites il y a policiers, il y a gendarmes, et même la collaboration elle est difficile. D'abord sur le territoire, donc avec d'autres entités, et puis deuxièmement au niveau même sous-régional, parce que je me dis qu'il y a des partages d'informations et qui peuvent permettre une meilleure synergie. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce problème? Oui, d'abord il faut, c'est l'opportunité pour moi aussi de pouvoir remercier les premiers responsables, à savoir le directeur général de la police nationale, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui ont su vraiment nous accompagner avec les ressources humaines. Dès que cette structure a été créée, ils étaient prompts à vraiment nous donner les ressources humaines qualifiées pour nous permettre vraiment de relever ce défi. Et c'est l'opportunité pour moi de dire encore une fois de plus merci pour cela. Et côté collaboration entre les différents hommes qui sont au niveau de la brigade, que ce soit la police, gendarmerie, actuellement la collaboration se passe vraiment très 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 bien. Ce qui nous permet d'engager ces résultats. Et il y a 2-3 personnes, 2-3 réseaux qui ont été, 2-3 points presque qui ont été déjà faits. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de collaboration, on n'allait pas avoir ce résultat. Déjà, ça peut dire qu'à sein de la brigade, cela marche très bien. Et côté le problème que vous posez avec les différentes autres structures de police judiciaire, c'est tout à fait normal parce que cette brigade elle est nouvelle. Elle est nouvelle, donc il faut qu'elle parte vers ces anciennes structures qui sont là, standards, que ce soit les commissariats de sécurité publique, c'est-à-dire les commissariats, les brigades de gendarmerie et tout, pour aller d'abord même tisser des relations, pour que ces structures sachent que nous sommes là. Nous avons compétence et tout ce qui est en rapport avec la cybercriminalité, ce sont une structure qui a une compétence préférentielle et nous avons une compétence sur tout le territoire national. C'est pas comme les différentes brigades qui ne gèrent que les zones. Nous, on peut intervenir sur tout le territoire national. Donc, nous avons plus de prérogatives. Donc, c'est à dire cette structure-là et les faire savoir ce que nous pouvons faire pour eux. Dans le reportage, j'avais le commissaire principal de police Zangomousse qui est responsable du laboratoire de criminalistique numérique. C'est une structure qui fait de l'appui. Que ce soit pour l'équipe même de la brigade ou bien vers les différentes structures de police ou de gendarmerie qui sont souvent confrontées parce qu'on ne peut pas tout gérer. Tout ce qui est cybercriminalité, même si on le veut, c'est impossible. Donc on encourage même les autres structures à pouvoir gérer certains cas et on les donne de l'appui. Donc dès qu'ils sont sur une scène de crime et qu'ils ont besoin d'un appui technique, rapidement les éléments de cet laboratoire partent les assister pour collecter les différents éléments parce que l'enquêteur lambda peut ne pas être sensibilisé pour tel élément peut être un élément d'information. Donc il va négliger. Par contre, ces gens-là sont aguerris. Donc dès qu'il y a une perquisition, ils les accompagnent, ils savent qu'est-ce qu'il faut prendre et derrière ça, ils font l'analyse et ils te font un rapport très bien fait, qui est joint au dossier et qui est transmis au parquet et qui permet vraiment de prouver, parce qu'aujourd'hui la difficulté qu'on a maintenant c'est de prouver maintenant la culpabilité de l'individu parce que maintenant les délinquants ils refusent, quand on les attrape ils disent qu'ils ne connaissent pas les faits. Donc comment
le confondre à ce qu'on a, ce travail, c'est cette technologie-là qu'on arrive à le faire et pour pouvoir appuyer les différentes structures. Donc c'est vraiment un travail de fond qui doit être fait. Et actuellement, nous avons initié déjà des tournées depuis l'année 2020 avec les différentes structures, que ce soit la région du centre comme ceux du Haut-Bassin. Nous avons déjà initié des tournées pour aller vers ces structures-là, nous présenter et dire dans quelle mesure nous pouvons les appuyer pour qu'ensemble nous puissions vraiment relever les défis. Et cela se passe très bien. Mais et au niveau maintenant sous-régional? Sous-régional, c'est vraiment le challenge. C'est vraiment le challenge, il faut le dire. Comme je dis, en 2017 comme en 2018, avec les différentes études qui ont été faites, que ce soit par le Conseil de l'Entente ou bien la CEDEAO, cette question est ressortie. Et la difficulté que nous rencontrons, c'est que la plupart des pays de la sous-région n'ont pas d'unité dédiée à cela, sauf juste quelques pays qui l'ont pu le mettre en place. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même si on veut interagir avec des structures, ce sont des unités standards, dont les notions ne les parlent pas. Donc, c'est cette difficulté qu'il y a là. Donc, il était question que ces différentes structures de la sous-région mettent en place des unités dédiées, qui comprennent ce que c'est que la cybercriminalité, qui sont outillées pour pouvoir. Parce qu'il ne suffit pas de dire on a un tel individu, vous pouvez mettre des éléments d'information, mais ils ne savent même pas les exploiter. N'en parlons pas de mettre la main sur l'individu en question. Donc, c'est ce travail de fond qui va être fait, mais je vois que la plupart de ces pays commencent maintenant à aller dans l'avant. Il y a 2, 3, 4 pays maintenant, à 5 pays qui ont commencé à mettre en place ces unités. On espère que 2021, ces unités vont monter dans certains crans et nous, à notre niveau aussi, il y a des cadres qui sont mis en place pour que nous puissions vraiment créer cette synergie d'action pour pouvoir ensemble endiguer ce phénomène-là. On va venir de façon concrète sur cette cybercriminalité, son expression concrète au Burkina Faso. Quand on regarde, j'avais demandé à un moment donné qu'est-ce qui est le plus récurrent. On a eu un exemple dans l'élément que nous avions tout à l'heure. On vous contacte et par des tiers on tente de monter un projet. Et quelquefois aussi, vous dites, parce que vous recevez des mails ou bien des petits messages, vous dites, mais derrière, est-ce qu'il peut y avoir une affaire d'argent? Mais quand est-ce que la question d'escroquerie, l'arnaque, quand est-ce que vous commencez à votre niveau à le sentir? Cette question n'est pas aussi aisée. En fait, dès là-bas, parce que ces gens, dès qu'ils mettent la part en place, au début, quand ils mettaient ce genre de choses, ils investissaient. Ils étaient capables d'investir même sur vous un certain nombre de montants, parce que ils partent sur la base de la confiance. Il faut qu'ils arrivent à mettre la confiance en place. Allons avec une anecdote, parce que je sais que des dossiers, vous en avez beaucoup. D'accord. Allons avec une anecdote, un cas pratique. Un cas pratique, c'est pas easy. Prenons le cas pratique où tout récemment, c'est toujours dans le même cadre. Hein. Ça, c'est le cas actuellement qui fait que nous enregistrons actuellement. Ce sont actuellement vous êtes confrontés à des messages comme quoi, surtout avec l'événement de Covid, vous avez 10 gigas par exemple de Netflix gratuit qu'on vous donne. D'accord. Voilà, okay. Ce sont des messages, des short messages qui viennent. Et les gens les partagent sur les réseaux sociaux. Voilà, à travers les WhatsApp, Messenger et tout. Et les individus, dès que vous recevez, on dit pour pouvoir bénéficier, il faut partager à tel nombre de personnes. Et dès que vous cliquez, ce qui se passe, c'est que cette personne vous redirige vers une page Facebook fictive en fait, où vous demande de vous inscrire, de vous connecter en fait. Et derrière ça, cet individu récupère votre username et votre password. Username, password, ça c'est en anglais. Voilà. Dites-nous ça. Il prend votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc il prend le contrôle de votre compte. Merci. Et dès qu'il prend le contrôle de votre compte, ce qu'il demande c'est quoi? Après, il demande à vos amis comme quoi vous avez des difficultés financières. Et ça, c'est passé. C'est des gens qui sont assez patients, ils suivent votre actualité et quand vous êtes une personne d'un certain niveau, vous avez à vous déplacer. Et dès que vous vous déplacez, ce monsieur profite de l'opportunité pour écrire à vos collaborateurs. Je suis en déplacement, j'ai des petits soucis avec un des membres de ma famille. Est-ce que vous pouvez me dépanner? Et à mon retour, voilà, je vous dédommage. Et vous qui êtes un collaborateur, vous savez vraiment que ce dernier, vraiment, il est en déplacement. Donc, ça s'y est vraiment. Et malheureusement, en Afrique, ici, nous avons cet esprit, en fait, le subalterne doit toujours respecter le patron. Et on aime tout le temps avoir des avantages. En rendre service et avoir des avantages. Donc, rapidement, le monsieur, il est très content. Il dit, si c'est l'opportunité pour moi de rendre service à une personne de ce genre. Donc, rapidement, il fait le geste. Il garde satisfaisamment le reçu. Il attend votre retour. Et après, maintenant, il vous contacte pour dire, je vous ai rendu service. Est-ce que vous pouvez me dédommager? Il me dit, ah non, écoutez, je ne suis pas au courant. Et ce qui est triste souvent, c'est que ce sont des personnes qui sont à un certain niveau où ils ne sont pas à un problème de 100 000 près. Mais malheureusement, on va dire, bon, j'ai un problème de 50 000, est-ce que tu peux me gérer ça? À mon retour, je vous dédommage. Mais malheureusement, les gens se laissent avoir dans ces choses-là pour le gain facile. Ça devient très intéressant, parce qu'on a beaucoup partagé à 10 personnes et ça le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et bon, tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très intéressant. Ce à quoi vous êtes le plus confronté, c'est le refus des personnes d'avouer. Maintenant, je dis tout se passe sur un clavier, tout se passe soit sur un téléphone, sur un ordinateur. Comment est-ce qu'on lit la personne au forfait? Lorsque derrière, des fois, c'est des comptes
qui ne sont pas forcément directement liés à eux. Oui, mais c'est ça c'est bon, d'un œil profane, justement, c'est ce qu'il se dit, mais derrière la technologie, tout est chacun identifiant. Qui est propre à lui. Donc derrière, que ce soit le clavier ou bien le téléphone, tout est lié à votre identité derrière. Et donc il suffit justement de relier les deux éléments et tout est réuni. Voilà. D'accord. Très intéressant. Je sens qu'avec vous, on peut faire même 1 heure de temps. Mais j'espère qu'on va séquencer et qu'on pourra vous revoir ici pour d'autres informations. Et puis, sûrement, peut-être d'un point de vue pédagogique, que chacun puisse être un peu plus prudent. Quelquefois, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on ne partage pas. Qu'est-ce qui nous rend vulnérables? Vraiment, c'est la bonne question, parce que maintenant, les réseaux sociaux ont pris, se sont intégrés dans la vie des usagers des uns et des autres. Donc, il faut vraiment que les gens aient un comportement citoyen. C'est-à-dire, ce que tu ne veux vraiment pas que le commun de la mortel sache que tu passes, tu ne dois pas le partager sur les réseaux sociaux. Parce que dès que vous ouvrez sur les réseaux sociaux, et même si vous devez le faire, il était fait un cadre bien approprié. C'est vraiment pour les amis. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens veulent avoir ce qu'on appelle le bug. Ils veulent avoir tout un panoplie de personnes qui le suivent. Et toutes ces personnes qui le suivent, vous ne savez pas qui est derrière. Et là, si vous le permettez, un artiste de la place qui était une fois invité à l'émission à la télé, je ne vais pas citer le nom de la télé ici, pour l'enregistrement d'une émission. Il était content, c'était sa première fois. Donc rapidement, il a partagé sur sa page, je pars pour l'émission tant à telle heure. Il est ravi. Il est parti pour l'émission. À la même heure, un véhicule débarquait chez lui, vidait sa maison. Parce qu'il savait que ce monsieur donnait l'information qu'il serait absent de sa maison pendant la période. Et quand on est venu, il constate que sa maison est vide, il demande au voisin, il va se dire, nous pensons que tu déménageais. C'est tout, parce que si vous n'avez qu'un véhicule, ça arrive à Ouaga. Ça arrive à Ouagadougou ici. D'accord. Voilà. Donc on se dit, on ne partage pas toutes les informations, et même si on veut les partager, on les partage avec les amis. C'est fait pour ça, les réseaux sociaux, c'est vraiment pour relier des amis. Mais souvent, les gens quittent l'esprit d'amis et ils vont sur le monde de façon générale. D'accord. Je rappelle que nous sommes avec Bantida Samiyoni, qui est le commandant donc de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. On va terminer par la dernière question, et pour moi elle est principale, étant entendu que ça fait quand même 1 an que vous êtes, un peu plus d'1 an maintenant que vous êtes en activité. Beaucoup ne vous connaissent pas vraiment, alors que le besoin il est très fort. Comment est-ce qu'on peut joindre la brigade? D'accord. Pour joindre la brigade, en fait, elle est simple. On a fait tout possible pour aller vers là où les gens sont, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, particulièrement Facebook. Donc, toute personne qui veut suivre simplement tasser @BCLCC, juste le site de la brigade simplement. Donc, @BCLCC, il tombera sur notre page Facebook. Et d'ailleurs, j'invite les usagers vraiment à aller, parce qu'on donne des informations, des tendances qui sont enregistrées au niveau de Burkina Faso. On partage ces tendances-là pour que les uns et les autres ne soient pas victimes aussi. Donc, ou bien toute personne qui veut aussi peut faire juste un mail pour faire dénoncer une situation, envoyer une plainte et tout, on peut le faire en ligne, en juste envoyer un mail par cybercrime@sécurité.gov.bf. Et vraiment, je termine encore pour vous dire encore une fois de plus merci, parce que vous êtes des ambassadeurs pour vraiment partager l'information aux uns et aux autres, pour que les usagers puissent savoir vraiment quelle est la conduite à tenir. Parce que contre ce phénomène, nous nous sommes rendus compte que ce phénomène, on ne peut pas la lutter, on ne peut pas la gagner avec les outils et tout. Ça passe par la sensibilisation. Plus on met un ministre de sensibilisation, plus on a moins de victimes et l'économie du Burkina sort gagnant dans cette affaire. Merci bien, Monsieur Yoni, d'être passé sur ce plateau. Pour vous accompagner, on va s'intéresser à un autre phénomène qui a la peau dure, c'est la consommation de drogue, donc forcément sa commercialisation. Et l'état des lieux nous est proposé par Abdoul Rahim Niénié. Le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue, dans une interview accordée à lefaso.net en juin 2020, estimait que le trafic de drogue est devenu de plus en plus important au Burkina Faso. Pour Franck Elvis Compaoré, la drogue a atteint tous les milieux de la société et le monde scolaire et estudiantin ne sont pas en reste. Pendant longtemps, le Burkina Faso était considéré comme un pays transit, mais aujourd'hui, il est un pays de consommation, et cela à cause du grand banditisme et du terrorisme qui se développent dans le pays ces dernières années. Selon certaines sources, le cannabis serait la drogue la plus consommée au Burkina Faso, à l'image de la sous-région ouest-africaine. Vient en deuxième position les amphétamines comme le tramadol. La cocaïne et l'héroïne sont quant à eux moins consommées en raison de leur possibilité. Pourtant, la consommation de la drogue est très dangereuse pour la santé. Selon les responsables sanitaires, les conséquences sont entre autres l'incivisme, des violences dans les écoles et dans les familles, des maladies pouvant conduire à la mort et la folie. Certains justifient d'ailleurs le nombre important de fous dans la ville de Ouagadougou par la consommation de la drogue.
Pour juguler ce problème, les autorités judiciaires entendent sévir conformément à la réglementation en vigueur interdisant le trafic et la consommation de la drogue. L'on se souvient que le 22 mars dernier, 2 élèves ont été déposés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour détention et usage de drogue. Au-delà de la sanction, le Comité national de lutte contre la drogue se tourne aussi vers la prévention du mal à travers des séances de sensibilisation dans différents établissements scolaires. C'est le cas le 24 mars dernier, l'établissement scolaire La Salle Badenia à Ouagadougou, où de centaines d'élèves ont participé à une séance de sensibilisation. À la réalité, l'on dispose de très peu de statistiques sur l'ampleur du phénomène. Plusieurs questions demeurent cependant. D'où viennent toutes ces quantités de drogue? Pourquoi la recrudescence du trafic? Et qu'est-ce qui est fait pour le résorber? Un phénomène aussi que nous aurons à aborder au journal du dimanche au soir avec les personnes chargées notamment de la lutte contre la drogue, et ça c'est une promesse que nous vous faisons, et sûrement dimanche prochain on les aura pour aborder, comme avec la brigade de lutte contre la cybercriminalité, le détail et leur mode de fonctionnement, et voir un peu ce qui est fait clairement sur le terrain. Ceci dit, nous emboîtons une autre page de ce JDS, journal du dimanche au soir, et c'est celle économie. On aura 2 brèves à partager. Rapport BCAO, inauguration de la gare Ouaga Inter. Et celui qui va nous partager cela, c'est David Nana. Bonsoir David et merci. Bonsoir Geoffroy, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Plaisir partagé. J'ai dit, il y a quand même 2 brèves que vous nous partagez. 2 brèves, oui. Le rapport BCAO, ça concerne ce que nous avons comme secteur bancaire. Secteur bancaire, oui. C'est une enquête qui a été réalisée sur les conditions des banques des États de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement ceux de l'UEMOA. On s'est intéressé donc à ce qu'on appelait le taux débiteur qui, selon ce rapport-là, dit qu'en février 2021, le taux débiteur a connu une baisse de 0,02, passant donc de 6,26% à 6,24%. Je sais, vous allez peut-être me poser la question, c'est quoi un taux débiteur? Oui. Il faut dire que ce sont les agios, ou simplement, pour parler en termes très simples, ce sont les frais qu'on vous prélève lorsque votre compte est débiteur. Votre compte est débiteur, ça veut dire qu'il est négatif. Ça veut dire que vous n'êtes pas à 0 francs, vous devez plutôt à la banque. Et quand c'est comme ça, soit vous avez une autorisation qu'on appelle le découvert qui est autorisé, c'est une convention entre vous et la banque, mais quand c'est pas le cas et que ça arrive généralement quand vous effectuez certaines opérations, vous par exemple, quand vous donnez l'autorisation peut-être à la compagnie d'électricité à laquelle vous êtes abonné, de vous prélever directement à chaque fin du mois par exemple, il peut arriver que vous n'ayez pas peut-être des fonds sur votre compte et donc mais comme c'est l'autorisation, voilà, préfinancé, et donc à ce moment, vous payez certains frais supplémentaires, c'est ce qu'on appelle le taux débiteur, contrairement au taux créditeur qui lui est plutôt, j'allais dire, des frais qu'on vous verse, parce que c'est comme si vous faisiez, n'est-ce pas, le contraire, donc vous prêtez de l'argent. D'accord. Donc c'est ce taux-là qui a connu une légère baisse en février 2021. C'était intéressant d'en parler justement parce que on sait qu'on est dans une période de Covid, et donc ça soulage un tant soit peu les consommateurs et les utilisateurs des banques. Et puis la seconde aussi, c'est toujours avec le système bancaire, notamment celui burkinabé. Donc le rapport a fait état donc de la santé de ces institutions financières. De façon générale, on retient que la banque se porte bien au Burkina Faso. Suivant ce rapport, on est passé je perds un peu les chiffres, mais on était à 61,145 millions de francs CFA en 2018 contre 75,476 millions en 2019. Donc d'une façon générale, on peut dire que la banque se porte bien au Burkina Faso, quoique il y a certaines banques qui sont qui stagnent, qui n'avancent pas trop, d'autres également reviennent de très loin avec des gaps assez importants, ils ont pu connaître des montées, d'autres aussi certainement des petites régressions, mais de façon générale on dit que la banque se porte bien selon donc la BCAO au Burkina Faso, et puis avec un système bancaire tiré par des leaders, notamment Coris Banque Internationale, la Société Générale Burkina Faso et puis UBA aussi. Ce sont ces 3 banques là qui sont vraiment en tête de liste
en ce qui concerne le système bancaire au Burkina Faso. Vous citez Coris Banque Internationale. Je pense que le 6 avril, ils avaient un rendez-vous avec leurs actionnaires. Tout à fait. On a annoncé de bonnes nouvelles. Très avec bonnes nouvelles, d'ailleurs. Les chiffres, c'était quoi? 34 milliards, un peu plus. 34,4 milliards. 4 milliards pour ce qui est de leur bénéfice net. Tout à fait. Et donc ça donne du sourire pour ceux qui sont actionnaires. Et avec 32 millions d'actionnaires, je pense qu'ils ont partagé, je crois bien, environ 13 milliards qui ont été partagés au titre de dividendes, ces différents actionnaires-là. 32 millions, donc 406 francs par action, je pense bien. Voilà. Ça veut dire qu'il fait bon aussi d'investir dans ce secteur et de prendre quelques actions. Et si vous êtes actionnaire et quand on a ça à partager, j'imagine que si vous aviez un exemple, 1 million d'actions, ça vous fait déjà une belle cagnotte pour ce qui concerne le bénéfice. Voilà. D'accord, donc un rapport BCAO qui nous montre qu'il y a des raisons d'être quand même confiant pour ce qui est de notre système bancaire, étant entendu qu'on sort d'une période d'un ciel Covid. Donc c'est là où c'est un peu on n'est même pas sorti, on est toujours là-dedans avec toutes ces exigences. Voilà. Et puis, le deuxième sujet, c'est l'inauguration de la gare Ouaga Inter. C'était très attendu. Très attendu, un soulagement d'ailleurs, et naturellement, il va sans dire que du point de vue économique, ça va connaître un certain haussement, un certain relèvement du niveau économique de notre pays. C'est vrai de façon particulière, mais aussi, il faut aller bien au-delà. Ça peut desservir aussi la sous-région, ça peut contribuer à améliorer la santé financière de cette sous-région-là. Et puis, comme on a pu le constater, ça m'a beaucoup intéressé, le discours inaugural du maire de la ville de Ouagadougou, qui déjà avait fait des estimations, certainement avec à la base de certains travaux par certains techniciens, qui estimaient déjà à 350 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Et tenez-vous bien, on a stimulé environ 150 millions de francs CFA qui va être reversés par an en termes de revenus générés, en termes de taxes pour la mairie seulement. Donc ça fait déjà 150 millions de francs CFA, c'est pas rien, ça peut contribuer à l'investissement public pour le bien-être de la population. Donc c'est à saluer également. Maintenant, comme souvent dans nos mentalités, il faut le reconnaître, nous on a tendance à penser que la gare c'est un dépotoir, excusez-moi de l'expression, mais il faut en prendre soin pour que effectivement ça puisse être efficace. C'est un joyau qu'on a, la salubrité, il faut en tenir compte, c'est pas un fourre-tout, il faut lui permettre de jouer vraiment ce rôle-là de booster économique. Donc vous faites bien de le dire, parce que il y a à travailler sur certaines mentalités, parce que pour beaucoup, quand on dit un marché, ça répond à quelque chose. Tout à fait. Quand on dit une gare, ça répond aussi à quelque chose. Et le dénominateur commun, c'est la désorganisation. La désorganisation, c'est vrai que ça rime en même temps avec activités connexes. Vous vous souviendrez que quand on a des infrastructures comme les gares, tout de suite, il y a des activités commerciales qui se créent autour, mais il faut le faire, comme on le dit toujours, il faut le faire dans les règles de l'art. Voilà. Merci bien, David Nana, pour ces brèves que vous aviez à nous partager. Moi, je vous garde parce que j'ai un reportage à partager aussi à nos téléspectateurs sur lesquels je voulais que vous ayez aussi un avis, puisque vous n'êtes pas étranger à ce domaine-là. Nous allons aller à la découverte de ces stars inconnues. Donc, pas connues de visage, mais très célèbres par la voix. Ils ont des voix écoutées dans les spots publicitaires, donc à longueur de journée. Ambroise Alfred Ouedraogo, Roland Batois en sont donc quelques exemples au Burkina Faso. Comment ces derniers sont-ils arrivés à ce métier? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Éléments de réponse dans ce reportage que nous propose Maxime Jean-E de Bambara. Vous rêvez de devenir millionnaire? La Lonabé vous ouvre. Ce sont des voix que l'on entend le plus souvent dans les spots publicitaires, mais leurs visages sont peu ou méconnus du grand public. Pourtant, Alfred Ouedraogo, Ambroise Tapsoba ou Roland Batois sont des génies, sinon des stars de la voix off, pour qui les techniques vocales n'ont plus de secret. On nous demande dans ce métier de ressembler à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est parce que aujourd'hui tu vas faire une voix, on te demande de jouer, de faire comme si c'est un dialogue, ça a une voix particulière. Ensuite, on va te dire que ce spot, il faut qu'il soit cérémonial, ça demande aussi une voix. Ou alors il va falloir faire rire, etc., etc. En fonction de la demande, il faut s'adapter. Un ton de voix sensuelle, justement, peut attirer l'attention du consommateur. Imaginez-vous un parfum. Je sais qu'au fond de moi, si je cherche bien, il y a cette lumière. Vous voyez, voilà. Mais contrairement à ça,
Je sais qu'au fond de moi, si je cherche bien, il y a cette lumière. Je la sens grandir en moi. Elle se propage dans l'infini de mon corps. Après 30 ans d'expérience pour Alfred Ouedraogo, plus de 35 ans pour Ambroise Tapsoba et 15 ans pour Roland Batois, chacun des trois a une histoire particulière. Si les deux derniers sont passés par la radio pour travailler leur voix et se faire une place dans ce métier, le premier, quant à lui, a su mettre son talent d'ancien rappeur à profit pour se frayer un chemin dans la voix off. Personnellement, ce qui m'a aidé, c'est que je suis d'abord chanteur. Donc déjà la voix, je travaillais cela. Et en termes de parcours, après il va falloir bien sûr, la voix ça se travaille, hein, c'est un muscle. Ensuite il faut faire des cours de respiration, comme on dit, de technique vocale, c'est important. J'ai démarré en tant qu'animateur radio et par moments, je m'essayais à poser des voix, c'est vrai que il revenait constamment que j'avais pas une voix audible et tout ça. Et donc, j'ai travaillé. Je me suis intéressé d'abord à l'animation, les conseils des auditeurs en moré, ensuite la lecture des communiqués. Maintenant, avec l'installation de la direction de la publicité en 1984, je me suis intéressé à la publicité. Mais contrairement à Alfred Ouedraogo ou Roland Batois qui font dans le français, Ambroise Tapsoba a fait du moré sa spécialité. Et à la différence du français où tout part d'un texte, pour une prise de voix off en langue nationale, moré, c'est l'idée ou l'esprit du texte qui est traduit, ce qui nécessite une bonne maîtrise de la langue. En matière de publicité, là, il ne faut pas faire une traduction littérale. Il faut avoir le corps même du texte. Ce que veut dire, si c'est un produit, qu'est-ce que le produit là comporte, c'est ça qui m'intéresse. Le reste là, c'est moi-même qui fabrique. C'est pas que il faut suivre directement ce qui est dit en français, non. Mais que ce soit en français ou en langue nationale, les prêteurs de voix font face aux mêmes difficultés. Nous, ce qu'on nous a appris, c'est peut-être qu'il nous faut un message assez court, précis, concis et tout, mais vous pouvez avoir affaire à des clients qui vous disent non, il faut dire tout ça, j'en ai besoin, et puis après on se retrouve avec un spot d'1 minute 30. Bon, pour nous, professionnellement, ça nous dérange, mais bon, comme c'est le client qui est roi, comme on dit, souvent tu fais des choses, mais toi-même t'es pas trop content, quoi. On rencontre certaines difficultés, surtout avec certains producteurs qui veulent faire écouter votre voix aux clients avant justement de valider, et souvent on est dupé parce que les gens ne jouent pas franc jeu. À cela s'ajoutent les reprises interminables. Le PMUB le plus proche, choisissez votre option de pari. Vous avez des clients qui vous disent le 9 avril, inauguration du barrage de Tanguin, comme exemple. Alors, vous enregistrez le matin, 9 avril, inauguration du barrage de Tanguin à 15h. Après, on vient vous dire non, finalement, l'inauguration, c'est plus le 9 avril, mais c'est le 15 avril. Alors, il faut reprendre. Ensuite, on vous dit c'est sous le haut parrainage du ministre de temps. Et après, on vient vous dire non, en fait, il y a un autre ministre qui est là. Bon, voilà, c'est des reprises qui n'en finissent pas, et ça, c'est notre quotidien aussi. Si ce métier était pris comme une activité secondaire ou intermédiaire pour joindre les deux bouts, aujourd'hui, cette activité s'est professionnalisée avec ces professionnels qui en vivent. Aujourd'hui, les jeunes ont la chance que les voix coûtent cher maintenant. Nous avons commencé avec 3 000 francs par voix. Et pendant la période révolutionnaire, là, si c'est les spots étatiques, là, on ne paye pas. Si vous demandez une voix pour un documentaire télé, ou bien si c'est une voix radio, ça varie. Ça varie. Et puis ça dépend aussi du client. Bon, disons que ça peut aller, les voix off peuvent aller de 10 000, je dirais, jusqu'à 75 000 ou 100 000. Et comme je disais tout à l'heure, ça dépend des cieux. Ce qu'on fait peut-être nous à 15 000, 25 000, ça aurait été ailleurs, c'est 150 000, 200 000. La voix, tout comme tout autre outil, s'entretient pour être au top. Il ne faut pas fumer, il faut éviter les excès de boissons glacées, il faut justement couvrir la gorge quand on est en période sèche. Animateur et directeur de la radio Optima, Ambroise Tapsoba continue de transmettre son savoir-faire à la jeune génération. Roland Batois, à la tête de l'agence Intuition, une agence de création audio numérique, accompagne depuis déjà 7 ans d'existence
l'existence, les petites et moyennes entreprises dans leur communication sonore. Directeur des programmes et des productions à Tam Tam Group Press, Alfred Ouedraogo, tout comme bon nombre de prêteurs de voix au Burkina Faso, continue de faire rêver plus d'un. Son ambition, gravir toujours les échelons et franchir le cap des spots publicitaires pour prêter sa voix dans les productions cinématographiques. 75 000 francs chaque jour, mais ça, il faut le faire. Bon reportage proposé par Maxime Jean-Eudes de Bombara. Les voix off, j'ai dit tout à l'heure, je vous gardais parce que vous connaissez un peu. Ouais. C'est beau que de mettre déjà ces voix qu'on connaît et qu'on écoute très souvent et qui nous sont pratiquement familières, de pouvoir y mettre déjà des visages et puis comprendre la réalité qu'il y a derrière. Ouais, très beau reportage, un travail à saluer de la part de ces reporters-là. Et ça finit tellement bien, il faut le faire. Il faut permettre aussi aux citoyens lambda de comprendre un peu le milieu. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé le reportage. Je vais vous accompagner avec un autre reportage parce que tout à l'heure, je vais recevoir, juste après, Claude Romba pour parler sport. Et là, depuis quelques semaines, il faut dire, c'est le cas de vol de moto qui sont récurrents dans la cité universitaire de Kosodo. Le parking censé sécuriser les engins se trouve restreint pour contenir toutes les motos. Donc, conséquence, certains résidents passent la nuit à la Belle Étoile pour surveiller leurs motos. Comment cela nous est partagé par Abdoul Rahim Nigné. Cité universitaire de Kosodo, il est 23h. Jérémy Ilboudo, parqueur de la cité, s'apprête à fermer son parking. L'espace réservé pour le stationnement des engins à 2 roues est devenu exigu, donc pas de place pour les retardataires. Une situation qui, depuis quelques mois, donne du fil à retordre aux parqueurs. Le parking là c'est mal rempli maintenant. Ok, donc il n'y a pas de place même pour garer les motos même. Normalement là, juste pour fermer ça là c'est 23h, mais quand c'est trop rempli, souvent on peut fermer ça à 22h30 comme ça ou 45. Mais quand nous fermons comme cela, il y a des gens qui viennent parler qui elle n'a pas encore arrivé, donc tu vois, nous on dit qu'il faut venir voir si tu as vu place sur le moto, si tu peux garer, donc il vient, donc s'il n'y a pas de place, il retourne encore. Quelques minutes du parking, 2 étudiants marquent leur arrivée. Le parking est fermé et ce n'est pas surprenant au regard de l'heure, 23h30. Il faut trouver un autre moyen pour mettre son engin en sécurité au regard des cas de vol de moto récurrents dans la cité. Le parking est carrément bourré. Voilà, raison pour laquelle on n'a pas pu garer les motos. Nous sommes obligés de retourner encore devant les bâtiments et puis les garer là-bas jusqu'à ce que on ait au moins un temps pour veiller dessus. Parce que si on n'arrive pas à veiller dessus, c'est pas sûr que demain matin, on va trouver sa moto encore pour pouvoir sortir pour aller au cours. Vraiment, c'est difficile. Cet étudiant, quant à lui, décide de passer la nuit sur sa moto. C'est la meilleure option pour ne pas se faire voler. Et ce n'est pas la première fois, vu qu'il rentre généralement tard en raison des activités parallèles qu'il mène. Parce que étant étudiant, j'ai fait des petits travaux les nuits et je rentre tard. Donc à mon entrée, le parking est déjà fermé, il n'y a plus assez de place. Donc je suis obligé de garer ma moto dehors. Et vu le phénomène de vol qui se produit actuellement, je n'ai pas le choix de dormir sur ma moto jusqu'au petit matin avant de rentrer. D'autres préfèrent autour du thé assurer la garde de leurs engins. Depuis quelques mois, en moyenne, 5 motos sont volées dans cette cité par semaine selon les résidents. Il faut dire que la situation est vraiment très alarmante parce que depuis ces derniers temps, nous assistons perpétuellement à des cas de vol. Et c'est une situation que nous n'arrivons pas du tout à contrôler. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des cas de vol et c'est des vols qui se font vraiment de façon très intelligente. Nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir mettre la main sur ces gens-là, mais nous n'arrivons pas à le faire. Malgré la situation, d'autres ont décidé quand même de ne pas sacrifier leur sommeil. Mais il faut rester très vigilant. La situation est telle que la confiance entre étudiants n'existe pratiquement plus. On ne peut pas se faire confiance parce qu'on ne sait pas qui est qui. On peut pas se faire confiance. Du moment où peut-être tu gardes ta moto, tu rentres, tu ressors et tu ne trouves pas ta moto, sûrement que c'est ton propre ami, peut-être, on ne sait pas, c'est une supposition, qui te suit. C'est quelqu'un qui te connaît bien, qui connaît bien où tu rentres et combien de temps tu vas mettre. C'est cet individu qui va signaler peut-être pour comprendre ta moto, même si lui-même il n'a pas pris.
Les résidents plaident pour l'élargissement du parking et aussi l'achèvement de la clôture de la cité universitaire, une chose qui pourrait freiner le cas de vol dans la cité. Mais en attendant, chaque résident trouve les moyens de sécuriser son moyen de déplacement. Réalité à la cité universitaire de Kosodo. Et à présent, nous allons parler sport et c'est après cette transition. Je reçois d'ailleurs Claude Romba, journaliste sportif dans cette page sport. Vous venez fraîchement comme ça du stade. On a eu 2 rencontres aujourd'hui. Ça donne quoi déjà? Il faut dire que la première rencontre, c'est l'Étoile Filante de Ouagadougou qui a pris le meilleur sur COSAF, 3-1. Il faut dire que c'était un match également qui était important parce que, on peut le dire, un malheur au vaincu. Et l'Étoile Filante de Ouagadougou également aussi qui est en lutte pour le maintien et qui avait besoin impérativement d'une victoire. COSAF également avait besoin d'une victoire, mais bon, malheureusement pour COSAF, il s'enfonce davantage dans la zone rouge. Quant à la deuxième rencontre qui a opposé donc l'AS Sonabel et l'Union sportive de Ouagadougou, et bien entendu c'est l'AS Sonabel qui est en train véritablement de se positionner comme un challenger pour le titre, qui a gagné 2-0 et il fallait le faire parce qu'après l'élimination en Coupe du Faso, donc il fallait se reprendre. Et également aussi leur contre-performance en championnat, il fallait se reprendre si on veut vraiment jouer le titre comme ils l'ont annoncé. Maintenant l'USO, on voulait voir un peu cette équipe de l'USO juste aussi après le limogeage donc, de Mousso Drago Mourinho pour soi-disant en tout cas une sanction disciplinaire, mais bon il faut aussi savoir que l'USO était premier non relégable, donc c'est peut-être aussi ceux-là qui avaient besoin de points. Ça a été un match assez intéressant, mais au finish l'USO a perdu 2-0. Hippolyte Sani et Bandé sont passés par là, malheureusement pour l'USO. Heureusement pour le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le blocage possible au niveau du championnat national de D1, parce qu'il y a l'USFA qui a quand même adressé une lettre à on va dire l'organisatrice de notre face au foot pour demander à ce qu'il y ait un apurement des matchs en retard avant la fin de la 27e journée. Est-ce qu'on risque d'aller vraiment vers un blocage? Bon, il faut dire que c'est assez difficile, c'est une question très difficile à gérer parce que ceux qui se plaignent, ce n'est pas que l'Union sportive des forces armées, il y a également aussi l'AS Douane aussi qui s'aligne, et puis probablement l'AS Sonabel également, parce que ce sont eux qui sont donc bien positionnés dans la course au titre contre un challenger qui est bien entendu Salitas FC, qui est également aussi engagé en campagne africaine. Donc à titre d'exemple, il faut dire pour le moment, à la 24e journée, vous avez Sonabel qui est en tête avec 42 points, suivi de 43 points, Salitas 42 points, et deuxième, troisième, l'AS Douane 40 points, et puis quatrième, l'Union sportive des forces armées de Ouagadougou, du Burkina, 39 points. Donc c'est dire que c'est tellement serré, ça c'était à la 24e journée, sans compter les résultats de cette 25e journée, et Salitas qui compte avant cette 25e journée 2 matchs en moins. Donc il va sans dire que c'est tellement serré, et donc pour les militaires qui ambitionnent d'être champions, surtout qu'ils sont éliminés en Coupe du Faso, les matchs en retard biaisent un peu le championnat, parce qu'à l'issue de cette 25e journée, Salitas compte 3 matchs en retard. Quand on sait que Salitas est du côté donc, de Porto Novo, où ils vont jouer lundi donc en campagne africaine contre le Djaraf, on apprend par ailleurs que les choses sont en train d'aller également aussi dans le sens parce que dès lors que Salitas va revenir, Salitas devrait revenir, mais on se rend compte que Salitas joue le mercredi prochain. D'accord. Donc il joue lundi, s'il doit revenir et puis repartir, c'est difficile. Donc je suis sûr que Salitas risque de rester jusqu'au 21 pour jouer le match face à l'équipe tunisienne. Donc voilà, on fait comment? Si Salitas doit rester, ça veut dire que Salitas pourrait donc engranger encore d'autres matchs en retard et on pourrait se retrouver à 4-5 matchs en retard pour Salitas. C'est qui, de l'avis donc de ceux qui cherchent le titre évidemment, biaise un peu le championnat. Parce que les autres jouent, le classement n'est pas les autres vont jouer, le classement n'est plus réel. Alors que à un moment donné, quand on est dans la position du chasseur ou dans la position du chassé, ça compte également. Évidemment. Donc pour respecter un peu selon l'équité sportive, il va falloir donc aller à l'appurement évidemment des matchs de Salitas. Maintenant, la question est posée à la Ligue. La Ligue ne fait qu'appliquer le règlement. Le règlement ne parle pas donc de matchs en retard.
Le règlement parle de journée. Les matchs en retard, bon, ça se gère au cas par cas. Salitas s'est également engagé en campagne africaine, c'est pas de leur faute. Donc il est évident que ça devient difficile quand on sait que la Coupe du Faso est rentrée en ligne de compte. Les mercredis qui pouvaient dégager pour peut-être permettre les matchs en retard, les mercredis sont pris parce que il y a la Coupe du Faso. Salitas s'est également aussi engagé en Coupe du Faso puisqu'ils ont éliminé donc l'équipe de l'USFA. Donc voilà un peu la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter, comme le disent certains, pour que Salitas puisse donc apurer les matchs en retard, ou évidemment continuer comme ça au risque de laisser Salitas accumuler beaucoup de matchs en retard et de biaiser le championnat. À titre d'exemple, si par exemple Salitas doit jouer avec une équipe qui connaît déjà son sort, parce qu'il y a beaucoup de matchs, les journées se suivent parce que le règlement dit que c'est les 3 dernières journées qui se jouent en même temps. D'accord. Une bataille simultanée. Donc avant d'atteindre donc les 3 dernières journées, certaines équipes seront déjà situées sur leur sort. Et si vous êtes situé sur votre sort et que vous croisez Salitas, ce n'est même plus le même engouement. Or, vous jouez, Salitas doit jouer avec une équipe qui se bat contre la relégation, ce n'est plus le même match. Donc, évidemment, c'est difficile. On sait que c'est 4 qui descendent. Tout le monde se bat. Personne n'est sûr de se maintenir pour le moment. Et personne n'est sûr d'être champion pour le moment. Donc, ça fait que, quelque part aussi, ces équipes ont d'une part raison. Maintenant, Salitas, ce n'est pas de sa faute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Et aussi, les déplacements de Salitas ne sont pas bien mesurés. Avec le ministère, c'est pas calibré. Donc aujourd'hui, on peut dire, bon, vous voyagez avec le Covid, les routines d'avion, c'est compliqué. Même si on programme les matchs en retard, on dit, bon, vous jouez le match en retard tel jour. Mais non, écoutez, le ministère nous dit de voyager 2 jours avant. Donc, évidemment, c'est difficile. Et je pense qu'il y a une rencontre le mardi entre la Ligue de football professionnel et les clubs de D1 pour trancher de la question. On va attendre ce qui va sortir de là pour évidemment savoir quel est le consensus qui a été donc retenu pour jouer. À certains clubs qui veulent jouer, ils disent de continuer parce qu'il n'y a pas de raison. Imaginez qu'on arrête le championnat pour que Salitas appuie donc les journées en retard. Salitas qui va jouer la campagne africaine, et si on doit arrêter, les autres sont au repos. Et Salitas va jouer et revenir jouer encore les matchs en retard. C'est dire que, évidemment, l'équité aussi n'est pas respectée à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dernière question. Il n'y a pas de solution. Je dirais qu'il n'y a pas de bonne décision. Il y a une décision à prendre. Mais voilà, ça va faire des mécontents, mais il va falloir aller. C'est clair. Mais quand on regarde notre championnat D1, on a vu déjà au départ avec l'arrivée de Bansé, il y a eu encore ces petits débats-là avec ces promesses de campagne à 30 millions. Voilà, et ça l'a rattrapé, ça a failli impacter, ou même ça a impacté notre championnat. Aujourd'hui, on a encore avec des forfaits. On est encore à ça. Est-ce qu'en définitive, on n'a pas cette année vraiment beaucoup de difficultés, on dira comme ça? On espère que le championnat va aller jusqu'à son terme. C'est en tout cas tout ce qu'on souhaite. Il n'y a pas intérêt à ce que le championnat ne se joue pas, parce que si le championnat ne se joue pas, il n'y a pas de champion, il n'y a pas de représentant en campagne africaine, ça va être difficile à moins voilà. Donc aujourd'hui, il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin pour véritablement voir ce qui est essentiel. L'essentiel donc c'est le jeu, l'essentiel également aussi c'est de trouver évidemment un compromis pour qu'on puisse achever ce championnat. Un compromis qu'on espère sera trouvé. C'est aussi la fin. Merci Claude Lombard d'être passé. C'est la fin de ce journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.